-12 avant les playoffs, bienvenue chez la First Team dans ce nouveau NBA First Talk saison 1, épisode 20. Toute la NBA, rien que la NBA, les lundis, c'est ici que ça se passe. Mes gars sont là, mes gars sont prêts. Erwan, Thomas, comment ça va pour ce run final de fin de saison? Ça va très bien, je n'aime pas du tout la chemise de Thomas Dufort. Je n'aime pas du tout la chemise d'Erwan Abotrette. Apparemment, il y a eu un prix de gros ou quelque chose comme ça. En tout cas, rendez-vous ce samedi, ce week-end, samedi, dimanche. Pour les deux là. Rendez-vous ce week-end à Video City. Promis, ils n'auront pas ces chemises, ils se seront changés d'ici là. Méfie-toi. Elles ne seront jamais repassées d'ici là. Ah ouais. Moi les deux, donc jusqu'à ce week-end, elle peut rester comme ça. En tout cas, ce sera Porte de Versailles, le stand First Team pour Video City, tous les youtubeurs, samedi et dimanche. Donc rendez-vous, la First Team sera là. Les gagnants des maillots, on en profite pour vous les donner en fin d'émission. Maître Paul Harrer vous fera le tirage au sort. Rudy Gobert, Tony Parker. C'était la rencontre phare de la soirée de dimanche justement. Si on vous donne un petit tu préfères pour démarrer tambour battant l'émission, on vous dit tu préfères. Il reste 3 secondes dans votre rencontre. Tu perds de 2 points par exemple. Et alors Un point, c'est encore mieux. Un point. Ah ouais, un point. Allez. On la gagne, c'est tu perds ou tu gagnes. Tu la gonfles, tu la files à LeBron James ou Kobe Bryant? Mais Alors, tu veux tu relancer des vieux débats? Alors tu préfères Kobe ou LeBron? Ah, moi, je préfère Kobe comme 77% des joueurs et des coachs de la NBA qui ont joué contre Kobe. Mais ce ne sont que des stats. Il sort les sondages, il sort les chiffres carrément. Alors de mon côté Moi, gauche, je il y fais a remise en LeBron. jeu par LeBron James et c'est la qualité de passe pour Kobe qui tire évidemment. Voilà, le mec, il a les 2 joueurs dans son équipe déjà. Non mais bon. Donc c'est type USA et en général, il n'y a pas un point d'écart à la fin du match. Non, mais je donne, Et le salary cap alors? Comment tu fais? Non, mais je donne la balle à Kobe tous les jours évidemment. Au sommaire aujourd'hui, les amis, Tracy McGrady au Panthéon Hall of Fame. Alors surprise ou normal pour une des icônes du début des années 2000. Focus également sur Boris Dio, bon, match nul, Boris Dio, sur sa carrière et sur sa rencontre excellente d'hier face à San Antonio. Allez, sortez les popcorn, c'est parti pour les news. Bryant on the move with the jumper. He 40e triple-double de Russell Westbrook hier soir avec, ça fait 40. On dirait une mauvaise, 2, 3, 4. Une mauvaise chorégraphie de Mia Fry l'été là. Ouais. Voilà. À droite, à gauche. C'est de la Macarena? Ah voilà, ça doit être ça. c'est Mais ça. j'ai jamais dansé cette merde. 40e triple-double pour Russell Westbrook avec OKC dans la défaite face à Charlotte hier soir. Alors, il en est où, Russell Westbrook, dans sa quête du titre MVP? Ah bah dans sa quête MVP, on le saura bientôt, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vient d'enregistrer donc 40 foutus triple-double cette saison, c'est extraordinaire. 34 points, 10 rebonds, 11,8 passes sur le mois de mars. Russell Westbrook est un extraterrestre, un monstre, on le savait, mais il le confirme. On avait tous la crainte pendant toute la saison. Est-ce que son énergie allait flancher? Eh ben non, il est encore plus fort qu'il y a un mois. Et là, il vient quand même de faire un triple-double à plus de 40 points, alors que la semaine dernière, il était à plus de 57 points sur le triple-double. Dernière petite stat, c'est le premier joueur de l'histoire à faire 2 séries à 6 triple-doubles consécutifs sur une seule saison. Donc c'est une saison évidemment historique pour Russell Westbrook. Ce mec, c'est un robot en fait, c'est un joueur NBA 2K, il est tout le temps sur la gâchette à appuyer. Non, mais au-delà d'NBA 2K, ce qui est énorme avec ce joueur, c'est sa constance sa constance sur la saison entière quand même. Il a commencé fort, au milieu de saison, il était toujours aussi fort et il finit encore très fort. C'est ça qui est à souligner vraiment chez ce mec-là. Petit bémol, c'est que son équipe aujourd'hui, qui est quasiment sûre d'aller en playoff, Qui est sûr. Non mais oui, qui est sûre d'aller en playoff, quand on voit quasiment sûr d'avoir la 5e place, c'est ça que je voulais Non, dire. 6e ils sont. 6e place. Oula, la place, donc, parce que Memphis est au bout du rouleau à la 7e place. L'équipe ne joue plus que pour les triples-doubles. Hier soir, face à Charlotte, on les a vus exploser un petit peu en vol et ça n'a pas l'air de gêner grand monde. Donc aujourd'hui, oui, le Thunder joue. Ça veut dire qu'il joue que pour n'y a ça. plus de collectif, il joue que C'est pour pas qu'il y a les plus de stats. collectif. Non, c'est pas aussi radical que ça. Mais voilà, hier, la défaite. Regardez le match hier face à Hornets et on voit bien que la priorité de l'équipe, c'est pas de gagner le match, c'est que Russell Westbrook fasse son triple-double. Ce que je peux comprendre, parce que voilà, il va marquer l'histoire, on le souhaite vraiment, parce que c'est toujours bien d'assister à des saisons où on bat des records historiques comme celui-là. Voilà, après, sur la manière, attention, des fois, par moment, quand même, le plus important en basket reste de gagner des matchs. Ouais, ça nous fait un peu penser aux Warriors l'année dernière, dans un contexte totalement différent, parce que eux gagnaient des matchs, le but c'était de gagner des matchs, donc totalement différent. Victoires, vaut mieux les gagner. On va battre encore des bouses, mais on va lâcher quelques matchs, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un espèce d'objectif commun, donc là, c'est les triple-doubles, c'est le record d'Oscar Robertson, les 41 en fin de saison, et c'est vrai, évidemment, il y a plein de trucs qui tournent sur les rebonds non contestés. Nous on est...
Moi, si j'avais dans mon équipe Russell Westbrook qui cherchait le record des 41 triple-double, je ferais tout pour qu'il l'ait. C'est-à-dire que si on a la bataille au rebond, que je suis Steven Adams, je le laisse à Russell Westbrook, il n'y a aucun problème. C'est ce qu'ils font apparemment. Ouais, c'est ce qu'ils font Ça veut dire carrément que- même. Ça veut dire que l'élan collectif, en fait, il est pour Russell Westbrook, Ah oui, pour totalement. individuellement réussir. Ah, mais moi, je crois Marquer que l'histoire. complètement, et c'est aussi là que sa saison est réussie, c'est-à-dire que c'est un leader charismatique dans le jeu, ça on le savait, mais j'ai l'impression aussi que son équipe joue pour lui à 100% et qu'ils sont plutôt contents d'être là. Souvent, on se pose cette question. Tu vois, ils sont contents d'être là si Steven Adams ne fait pas la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas grand monde qui se plaint, effectivement. C'est une équipe qui est complètement derrière son leader. Et surtout, ce qui est intéressant avec Westbrook, et ce qu'il faut dire, c'est que c'est la première année où il est vraiment seul aux manettes. C'est le seul commandant à bord. C'est le numéro 1. C'est pas le 1 bis ou le 1-1 ex aequo avec Durant. C'est le vrai leader de cette équipe-là. Et il emmène son équipe avec lui. Ils vont finir 6e Plus haut que prévu, c'est plus haut que prévu. C'est très de bien. l'Ouest. Bon, alors moi, je ne les voyais pas en playoff en début de saison. Énorme mea culpa, mais c'est plus haut que prévu, effectivement, clairement. Ça veut dire que ces joueurs, cette attitude, la collective pour mener Westbrook au plus haut, c'est pas un truc qui peut durer, c'est sur une saison parce que là ils sont en... C'est exactement la crainte que j'ai. Moi, je vous cache pas que je suis très curieux de voir comment cette équipe va se comporter d'abord en playoff, hein, parce que ça va être important de voir. Si tu te fais sortir au premier tour 4-0 par Houston, t'as l'air bête. Maintenant, j'ai envie de voir cet été ce qui va se passer. J'ai envie de voir comment ils vont aborder la saison d'après. Est-ce que lui, il aura toujours en tête de faire ce triple-double sur une deuxième saison consécutive? Je n'ai aucune idée. Ou est-ce que ça va un peu se modifier? Ça va être très intéressant de suivre cette équipe du Thunder. Tu sais, c'est un petit peu égoïste, hein, c'est la manière de faire peut-être de Westbrook. Enfin, ce que j'imagine, c'est mais qu'il avait besoin de prouver au monde entier que ça pouvait être normal. que ça pouvait être C'est normal. un leader et un leader d'une équipe qui gagne des matchs et qui va en playoff. C'est ce qu'il a fait cette saison-là. Il va certainement être récompensé en battant le record d'Oscar Robertson. Il va certainement être récompensé du titre de MVP. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je trouve, même si moi je ne suis pas son plus grand fan, je le redis, ça serait quand même un énorme scandale. Et après, une fois que tu as prouvé au monde entier comme ça, mais tu vas peut-être commencer à avoir des objectifs un peu plus collectifs et je pense qu'il en fera peut-être un peu moins. Voilà. D'autres quêtes donc à prévoir pour Russell Westbrook, on s'y attend. Autre news du jour, fin de saison pour Derrick Rose, le meneur des Knicks, opération au ménisque pour le joueur des Knicks. Pour le joueur des Knicks. Fin de son histoire donc à New York a priori, puisqu'il est en fin de contrat. On imagine mal qu'ils vont le re-signer. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas cette saison pour Derrick Rose qui fait des stats plutôt corrects, 18 points. Bon, c'est toujours pas le plus grand des passeurs et le plus grand des rebondeurs. Mais voilà, il met des points, il va vite, il a retrouvé un petit peu de jus sur quelques matchs et sur quelques séquences qu'on a vues cette saison. Mais qu'est-ce qu'il a vraiment apporté dans le jeu des Knicks? Pas grand-chose au final. Ils ont eu du mal à s'adapter à lui et vice-versa. Bon, c'est une grève qui n'a pas vraiment prise, on l'imagine. Je sais que Milwaukee est très chaud sur lui. Avec Brandon qui est déjà sur place, avec un meneur beaucoup plus gestionnaire et lui peut-être un meneur beaucoup plus slasher, ça peut faire une paire peut-être complémentaire. On disait qu'il espérait un contrat maximum. Derrick Rose cet été, c'est foutu là avec une blessure comme ça. Moi, je suis immensément triste pour Derrick Rose. Alors, en fait, quand il se blessait avant, c'était un peu la même rengaine, machin, il était à Chicago, truc. Là, il arrive à New York. Parce que ça faisait un an et c'est demi. plus triste parce que c'est à New Non, York. mais ce que je veux dire, c'est que ça faisait 1 an et demi qu'a priori ça allait bien, qu'on le voyait revenir faire de performances de bon niveau, sans parler de All-Star, en tout cas de bon niveau. Et c'est ce coup dur énorme, donc une 4e opération du genou, le ménisque, on ne sait pas ce qu'il va faire l'année prochaine, qui va vouloir leur signer et à quel prix. Est-ce qu'il va être, pourquoi pas, le backup de Tony Parker l'année prochaine? Je vous dis ça comme ça, pourquoi pas, imaginez. Hein. Non, mais on peut imaginer un truc comme ça. Moi, je suis très riche. Imaginer quand même. Bah, pourquoi pas en vrai? Ça peut être un dynamisateur de sortie de banc, pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, ce mec-là, c'est Patty Mills qui le fait aux Spurs, qui est quand même dans un moule, dans un truc avec une adresse extérieure. Je le vois pas du tout dans le Justement, moi je contexte trouve des Bulls. Des je Spurs. trouve justement que les Spurs, quand il va falloir se réinventer sur les postes arrière, un espèce de combo entre guillemets, c'est un meneur de jeu, mais un gars qui va faire du scoring en sortie de banc, ça va être très intelligent. En tout cas, voilà, le dernier truc en tout cas. Patty Mills, il score en sortie de banc. Peut-être, mais Derrick Rose, pour moi, c'est un autre niveau. Mais bon, en tout cas, le dernier truc, c'est que par rapport au fit de New York, faut pas oublier que quand il le signe, c'est parce qu'il est en contrat expirant. Donc là, c'est un contrat à 21 millions. Donc là, cet été, il y a 21 millions qui sortent du salary cap. Donc c'est hyper intéressant pour les Knicks. Mais que même si nous, moi j'étais plutôt excité quand il est arrivé à New York, c'est une tristesse de voir cette équipe qui n'a jamais prise finalement et lui qui n'a jamais eu d'influence dans ce jeu. Évidemment, c'est aussi à cause du triangle qui est clairement pas fait pour Derrick Rose et pour aucun meneur de jeu de ce style-là. Ils n'ont pas joué le triangle toute l'année quand Non, même. bien sûr. Maintenant, la vraie question, c'est à quoi va ressembler la suite de la carrière de Derrick Rose. Ouais, il arrive en fin de contrat, c'est un chapitre 3 de sa carrière et il va falloir qu'il le négocie un petit peu mieux que ce qu'il a fait ces derniers temps. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux pour le MVP 2011 là aujourd'hui? Rebondir dans une équipe Qu'il retrouve un coach avec lequel il est en adéquation complète.
une équipe dans laquelle il arrive à s'exprimer. Et surtout que lui, il arrête aussi peut-être de croire qu'il a toujours son niveau à Chicago. C'est plus un meneur archi dominant. Il fait plus part. Regardez, aujourd'hui, on vient de parler de Westbrook, on parle de Curry, on parle de Harden, de Irving. Tous les autres. Aujourd'hui, malheureusement pour lui, il n'appartient plus à cette caste-là. Et c'est aussi à lui peut-être de se rendre compte que c'est plus un top meneur de jeu, mais ça reste un très bon joueur de NBA. Donc, souhaitons-lui une espèce de destin à Deron Williams qui n'est plus ce qu'il a été il n'y a pas si longtemps. Pourtant, ils ne sont pas vieux, les mecs. Mais moi, j'espère sincèrement pour Derrick Rose qu'il arrive à trouver un rôle dans une grosse équipe. Et et on peut imaginer le voir pendant les playoffs avoir un super rôle. Je disais aux Spurs, mais bon, autre part, hein, moi je m'en fous. Mais en tout cas, dans une grosse équipe. Sauf que Derrick Rose, c'était quand même une méga star NBA. mais bon, c'est pas le premier qui est comme ça. Hein, mais je te dis, Deron Williams, aujourd'hui, on a oublié à quel point en 2010, c'est peut-être le top meneur. Tony Parker le disait. Deron Williams, c'était le meilleur meneur NBA. Aujourd'hui, c'est le backup de Kyrie Irving dans une grosse équipe. Donc, on peut espérer pour Derrick Rose. Ça voudra dire aussi qu'il sera en bonne santé au moment des playoffs. Et c'est quand même ça ce qu'on peut lui souhaiter de meilleur. Non, mais moi, il a tout dit. Moi, tu te grattes les fesses. Non, je remets le micro en place. J'ai réglé mes problèmes d'hémorroïdes depuis longtemps. Tu sais. Et non, moi, je pense qu'il va falloir qu'il se réinvente vraiment. S'il veut. Le problème, c'est que moi, quand il dit qu'il veut un contrat maximum, déjà là, ça m'inquiète un petit peu pour la suite de sa carrière. C'est bien beau les belles histoires. Avant blessure. Même avant la blessure, Thomas, il ne peut pas prétendre avec la saison, même s'il marquera toujours. Mais non, il marquera toujours des points dans une équipe de naze. Aujourd'hui, je suis désolé. Dans un contrat maximum, mais qu'il soit dans une équipe de naze ou au LA Galaxy, tu sais, qu'est-ce que je te dis, tu les prends les 20 millions. Hein. Mais personne ne va lui donner surtout. Si déjà, ça montre qu'il n'est pas en phase déjà avec son véritable niveau. Après, s'il veut être dans des équipes de naze sans jouer les playoffs, grand bien lui fasse. Hein. Les Warriors, eux, ont rebondi très vite après un petit passage à vide. Ils sont très forts, même en l'absence de KD. On est à 12 jours donc, du début des playoffs. Et là, on a l'impression que la machine est en marche. Vraiment, 11 victoires d'affilée, des chocs en leur faveur. Ils tapent du poing sur la table en ce moment. Ouais, ils mettent même des middle kicks dans les côtes, voire ils percutent pleine bouche. Parce que ce que font les Warriors en ce moment, ils sont en train de dire « Hey les gars !» Vous êtes bien rigolos, hein, les Thomas Dufin, on a beau traite à avoir des doutes sur nous de temps en temps. Mais là, les poteaux, on est là, on est fort, on gagne des matchs à la maison, on gagne des matchs à l'extérieur, on remet des cartons, on joue bien au basket, on défend. On a retrouvé cette défense collective à l'image d'un Draymond Green omniprésent avec l'image de son triple-double encore dimanche soir. Voilà, c'est une équipe qui dans l'état actuel, on propose peut-être l'un des meilleurs baskets de la Ligue. Et Kevin Durant n'est pas là et devrait revenir dans pas longtemps. Effrayant. Justement, Kevin Durant, ça a un lien. Enfin, ils se sont remis à défendre avec son absence, ou ça n'a pas du tout de lien, cette absence de la star? Non, je crois surtout que c'est un moment donné de la saison où ils se mettent un peu le cul par terre et qu'ils se remettent à défendre. Et c'est aussi ça les symboles des grandes équipes, c'est que les Spurs, quand ils vont au bout chaque année, c'est parce qu'après février, après le All-Star Game, au mois de mars, exactement, c'est ce moment-là où toute l'équipe se ressoude et un objectif commun. Et là, les Warriors, franchement, ils sont à 11 victoires de suite, ils mettent des roussas à tout le monde. Pachulia a dit, voilà, on veut montrer à tous nos concurrents qu'on est là et qu'on est prêt pour les playoffs. Et quand on voit KD qui est en train de revenir, on le voit pendant les échauffements, mettre des petits tomards, être en canne, on peut espérer une grande équipe des Warriors pendant ces playoffs. Et dernier truc, c'est que là, je regarde, ils sont à 63 victoires, ils vont finir proche des 70. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, cette équipe. Depuis 3 ans, on assiste à une équipe historique, on le savait, mais ils appuient chaque année avec un bilan collectif, mais de malade, franchement de malade. 70, 3 années de suite pratiquement, c'est extraordinaire. C'est jamais vu. Steve Kerr, son bilan depuis qu'il est coach. Tranquille, hein, tranquille. Non, mais c'est fou, c'est une belle équipe, franchement, ils font kiffer. Luke Walton aurait peut-être dû rester en tant qu'adjoint là pour. Non, Luke Walton, il fallait qu'il prenne sa chance. On n'a pas tous la chance comme Steve Kerr. Je parlais par rapport au pourcentage de victoires. Oui, mais lui, il est dans une franchise mythique, il va construire quelque chose. Là, il fallait qu'il tente sa chance. Non, et puis être assistant, ça va, 2 minutes. Par rapport aux Warriors, ça veut dire que eux, ce qu'ils font depuis les playoffs, c'est vraiment très fort parce qu'on sait que les Spurs, eux, d'habitude, ils se lancent aussi à partir j'ai dit les playoffs, le All-Star Game. Ça veut dire que là, ce que font les Warriors, c'est très, très, très fort. Parce qu'on sait que les Spurs, eux, ils montent en puissance. Les Spurs, ils connaissent la musique depuis pratiquement 20 ans maintenant, oui, un petit peu moins. 20 ans. Voilà, 20 ans. Les Warriors, finalement, c'est une équipe encore jeune dans le haut niveau comme ça. Mais ça fait quand même 3 saisons d'affilée, allez, même on va dire 4, parce qu'ils avaient fait une demi-finale de conf
Vous avez perdu d'ailleurs face aux Spurs en demi-finale. Et on sent bien, on voit que maintenant ils connaissent la musique, ils connaissent les temps forts d'une saison, les temps où ils peuvent un peu relâcher. Et là, quand il faut finir fort, et souvent les équipes qui finissent fort la saison régulière, c'est de bon augure pour les playoffs. Est-ce qu'il y a un risque de déséquilibre avec le retour de Durant, sachant que là, hier encore, Curry a mis 42 points. Ouais. C'était des sauts des étincelles qui ne faisaient un peu moins en présence de l'autre star. Non. Kevin Durant, sur le début de la saison, a prouvé qu'il était capable de s'installer dans le collectif hyper huilé des Warriors, et que tu vois qu'il soit peut-être le meilleur joueur dans le collectif. Donc j'ai du mal à imaginer que le retour d'un joueur aussi fort dans un collectif aussi huilé puisse désarçonner complètement l'équipe. Après, on peut avoir quelques craintes. Maintenant, là, on va du très haut niveau. J'en ai aucune, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que n'oublions pas que l'année dernière, les Warriors ont perdu une finale improbable où ils menaient 3-1. Ils ont tous envie de gagner. Kevin Durant, il est venu aux Warriors pas pour faire des stats, pas pour être MVP. Clairement. Il est venu pour gagner le titre. Et que ce soit les Warriors revanchards et Kevin Durant qui est parti, qui s'est fait critiquer d'OKC pour arriver aux Warriors, tous, ils ont envie de gagner et de fermer des bouches. Ils ont le dallon. Donc peu importe qui va mettre 20 points ou pas, ils veulent gagner. Donc tu m'as flingué le suspense des playoffs là. Complet. Non, je te dis qu'ils veulent gagner. Je ne te dis pas qu'ils vont y arriver, je te dis qu'ils veulent gagner. Ils sont bien. En tout cas, bon courage à ceux qui vont vouloir les faire tomber. Justement, les news, on regarde la course aux playoffs ensemble. Et avant de partir à l'Est où c'est vraiment chaud au bouillant, on va justement continuer à l'Ouest. À l'Ouest, donc 62-14, ces stats des hommes en tête des Warriors. Et donc on voit la bataille pour la 8e place. Elle se joue entre les Nuggets et les Blazers. Alors une semaine après, on en parle, là on fait le débrief chaque semaine dans le First Talk. On en est où? Les Blazers toujours favoris pour cette 8e place? Les Blazers vont y aller. La tendance. Ouais, non, les Blazers vont y aller. Hein. Là aujourd'hui, les Nuggets sont depuis donc cette fameuse défaite à Portland, les Nuggets perdent du terrain la semaine dernière. Et nous, on voit Portland qui est plutôt en forme, Damian Lillard qui a repris son équipe en main pour aller chercher justement ces playoffs. Ils ont un bilan équilibré. Pour moi, ils vont y aller. Évidemment, gros bémol, et c'est ça qui nous intéresse plus que la course à la 8e place, c'est la blessure de Jusuf Nurkic, qui était le 3e élément fort de cette équipe de Portland et qui aujourd'hui s'est pété avec une fracture du péroné. Ouais, mais tu vois, c'était l'élément fort, mais c'est pas un poste 3, c'est pas un poste 4, c'était un poste 5. Et ça, on sait qu'on l'avait dit toute la saison avant que Jusuf Nurkic arrive, qu'il leur fallait un poste 5 pour équilibrer un petit peu leur attaque. Et c'est exactement ce qu'il a amené. Il y avait une vraie alternance avec Lillard, McCollum sur les extérieurs et la création des Evan Turner, tout ça et tout. Et derrière, il fallait de temps en temps pouvoir mettre la balle position basse. C'est ce qu'a amené beaucoup Nurkic, beaucoup de petits paniers à l'intérieur. C'était bien dans le jeu de Terry Stotts. Et là, cette blessure-là, qui va le remplacer? Parce qu'il n'est plus là, Plumlee. Et là, il y a un trou énorme. Donc, il met Mo Harkless en poste 4 et il envoie Noah Vonleh sur le poste 5. Donc attention quand même. C'est moins saignant que Vonleh Nurkic qui marchait très fort. Mais le meilleur, c'est Leonard aussi sur le poste 5. Et maintenant, pour les qui shoot à 3 points. Il y a un doute du coup pour les 10 derniers jours là, qu'il y a un souci ou non, moi je pense qu'ils vont surfer sur leur bonne vague. C'est surtout pour les playoffs. On imaginait quand même, il paraît un mec qui a 15 et 10 depuis qu'il est arrivé à Portland, donc ça va être un peu compliqué. Et ils n'ont pas numériquement la personne pour le remplacer, donc on a un peu de crainte en fait plus pour le premier tour des playoffs où on les imaginait mal battre les Warriors, hein, évidemment. Mais le rapport de force est quand même clairement encore plus côté Warriors maintenant. 3e, 4e, 5e, 6e, c'est Rockets, Jazz, Clippers, Thunder, Grizzlies, ça bougera plus, ça y est. Attention, là, entre le Jazz et les Clippers, qui aura l'avantage du terrain entre 4 et 5? C'est très très serré. La défaite d'hier soir du Jazz, du coup, ça les rapproche dangereusement des Clippers. En parlant donc playoff, on passe de l'ouest à l'est avec le classement. Là aussi, la bataille qui fait rage entre les Pacers qui sont repassés 9e. Ils sont à égalité avec le Heat, mais ils sont repassés 9e alors qu'ils étaient encore 6e ou 7e la semaine dernière quand on en parlait. Les Hornets qui recommencent petit à petit à gagner des matchs quand même alors qu'ils étaient dans le dur. Tout change très très vite et le Heat et les Bulls qui s'accrochent à ces 7e et 8e places. On en est où aujourd'hui à l'Est? Cette semaine, il y a Miami qui se déplace chez les Hornets. Celui-là, il va valoir son pesant de cacahuètes. Non, ce qui est bien à l'Est, c'est qu'il y a des gros matchs. Alors, c'est une conférence qui est plus faible que la conférence Ouest. Hein. Ce n'est pas Thomas qui va me dire le contraire. Mais en tout cas, ce qui est bien chaque année à cette période-là avec l'Est, c'est qu'il y a une bagarre de folie pour la place au playoff. Et on a vu hier que Indiana, par exemple, qui était en déplacement chez les Cavs, a fait un match énorme. Il était à 2 doigts de faire un coup chez les Cavs. Donc, toutes ces équipes qu'on voit sont déjà en playoff, sauf les Hawks qui, eux, sont déjà en vacances. Alors qu'ils sont 6e. Ouais. On se mouille à nouveau. Alors, qui va se qualifier pour les playoffs? Le truc, c'est que là, les Bulls nous sortent une série de victoires de 4
victoires consécutives. On les a fracassés. Jimmy Rajon Rondo revient dans le 5 majeur, il enchaîne des double-doubles à foison. Jimmy Butler est clutch au possible, il met encore 39 hier soir. Donc les Bulls sont Ils voient les cercles comme des bassines. Mais ouais, Mirotic, il a plus de 25 points de moyenne sur les 5-6 derniers matchs. Les Bulls sont en pole position pour les gagner alors qu'on les voyait au bout du roulax il y a 2 semaines. Et plus que les résultats, il y a la manière. Samedi soir, je regardais le match sur Bein là, de Atlanta qui était à Chicago et on voit Rondo aller checker Hoiberg qui discute alors que c'était quand même la guerre. Souvenez-vous, il y a 2 mois, il est benché, il joue plus pendant quasiment une dizaine de matchs, on comprend pas trop pourquoi. Et là, c'est lui qui relance cette équipe parce qu'on sait que quand tu as ton meneur de jeu quand même qui est comme Rondo qui est en phase avec le jeu de l'équipe et en phase avec son coach, ça marche beaucoup mieux. Et c'est sans Wade, surtout. Et Wade, depuis la blessure de Wade aussi. Ça fait beaucoup. Hein. Bah, Wade, finalement, ils se sont adaptés très vite. Ils sont en fait, mais on en revient toujours de toute manière à la composition d'équipe de départ. C'est-à-dire que Rondo, Wade et Butler, ça ne peut pas marcher. À 2 sur 3, à la rigueur. D'ailleurs, on s'était posé la question de Dwayne Wade qui devrait peut-être sortir du banc ou Rajon Rondo. Imaginez une chose comme ça. En tout cas, Wade se blesse, Rajon Rondo récupère les ballons, Jimmy Butler est bon, boum, il y a des résultats. Par moment, le basket est très simple. Mirotic est starter, je crois, il me semble ça, il est mis dans le 5. Mirotic, en tout cas, il a un gros temps de jeu et il met des tirs extérieurs. Geoffrey Levert est bon aussi. Ouais, mais il met des tirs extérieurs. Donc, il y a Butler qui se lâche, qui va prendre ses pannes, qui va prendre des tirs. Rondo qui met des passes et un mec qui met. Donc, c'est équilibré. Il y a un mec qui met des filoches. C'est aussi important, ça. Parce que Wade et Butler, on ne nous lavera pas de l'idée, c'est le même profil. Et la course au playoff, c'est sympa, mais il y a aussi une petite question subsidiaire. La première place, Boston ou Cleveland alors? Ils sont à 50-27, 49-27. Ouais, mercredi soir, ouais. Enfin, en tout cas, cette semaine, il y a un gros Boston Cavs, Boston-Cleveland. Et oui, c'est mercredi soir. Et on va parier dessus. On laisse le suspense sur qui on parie. En fait, on ne sait toujours pas parce que c'est chaud de fou. C'est chaud de fou. L'équipe qui va gagner ce match-là aura évidemment les balles en main pour être premier de la conférence Est. En parlant de playoffs, les amis, news du jour, les cinémas CGR vont retransmettre les playoffs les 16 et 30 avril. Ce sont des dimanches dans 29 salles. Donc plusieurs villes, plus de 20 villes de France. Donc si vous voulez aller voir les playoffs dans une salle de ciné, ça devrait être chambé quand même. Ouais, c'est une super idée. 16 et 30 avril. 16 et 30 Faut pas se retrouver à côté d'un rongeur. Hein. Eh vas-y, il est nul, Kobe Bryant. Le Lebron, il en fait trop. C'est bon, c'est bon, laisse-nous tranquille. On parle playoff et on parlait à l'instant de Portland aussi et de Jusuf Nurkic, fracture du péroné. Heureusement, il a des supporters. Jusuf, tes supporters sont là. He came from Bosnia, from wild, wild east. He's got the game, we call him Bosnian Beast. He can assist, he can score, in the box, he's amazing. Nurkic's on fire, Nurkic's trailblazing. He's in the zone, can't lock him down. Here comes the trouble, another triple-double. Here goes a flush, savage slam dunk. Rebound with the sound of this welcome funk. Bosnian Beast, from the wild, wild east. Nurk Fever! Nurk Fever! C'est très lourd. Super blond, peroxydé. Et ouais, c'est lourd. La famille bosniaque, super chanson, super vidéo. Nous, on passe au focus du jour. Boris Dio, comme chez lui à San Antonio avec Utah. 19 points, 9 sur 9 au tir. C'est le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Une défaite à San Antonio pour le Jazz, mais Boris Dio aligne 19 points, 3 rebonds, 2 passes, 9 sur 9 au tir. Il arrive encore à nous faire très très plaisir, le Boris. Ouais, on l'a vu saignant, comme ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Comme Boris. une bonne viande de l'atelier Vivanda. On va pas se mentir, il traverse une saison assez quelconque avec le Jazz. Mais hier, il y avait, je sais pas, peut-être une envie de montrer aux Spurs. Et on sait que Boris est un homme de grand rendez-vous. Et rappelez-vous la finale 2014 avec les Spurs quand ils étrient le Heat 4-1. Il a un rôle énorme dans ces finales-là où Tony Parker est trappé énormément sur les pick and roll derrière et lui sur le pop, sur l'ouverture. C'est lui qui joue deuxième meneur de jeu et qui régale tout le monde. Et voilà, Boris, on a peut-être tendance à l'oublier pour certains. C'est quand même l'un des Français aussi qui a l'une des plus belles carrières en NBA derrière Tony Parker. MIP en 2006 avec une saison monstrueuse à Phoenix. Champion NBA avec les Spurs. C'est surtout un sens du jeu qu'on a rarement vu pour un Français en NBA. Il lume le jeu comme il lume le vin, notre ami Babac. On regarde ses stats, là, 4,5 points, 2,2 assists, 2,1 rebonds. Rien de fou chez Babac, mais en tout cas, on a vu en 2 jours Mr. Jekyll et Dr. pas du tout, c'est l'inverse. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Oh,
on a vu Dr. Jekyll Et Michel- et le pizza Rien à voir. Ce que je voulais dire, c'est que vendredi soir, il jouait d'eau contre Washington et en 20 minutes, il a inscrit la boule. 0 points. Et donc dimanche soir, là, il avait envie de jouer. Il sort donc ce fameux match à 19 points, 9 sur 9 au tir. Et Erwan l'a dit, il a été saignant. On l'a vu, mais Magic Baba, comme on le voit de temps en temps avec l'équipe de France, j'ai souvenir dans les grands matchs contre l'Espagne, c'est lui qui, sur des post-up, des spin moves, son petit crochet fou, des tirs, des petits tirs intermédiaires et des passes bien senties. Et puis ce feel pour ce feel for the game, tu vois ce que je veux dire? Il est là, dès qu'il est à la balle, on sent qu'il. C'est un cuistot, ce gars-là. Il me fait régal. Tac, 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 ah, il me régale. Mais oui, c'est lui-même, pincé de sel. Non, Baba, on avait envie de faire ce focus pour saluer évidemment l'incroyable talent. Et tu sais, souvent, on dit que Tony Parker, c'est le plus grand talent de l'histoire de France, enfin de l'histoire de France, l'histoire du basket français. Louis XIV. Mais finalement, ici, c'était pas Babac le plus grand talent de tous les temps du basket. Intrinsèquement parlant, ouais. Alors après, je te parle de talent, moi. Alors après, c'est peut-être le moins travailleur. On va pas, tout le monde le Moi, sait. mais il est en NBA, donc c'est bien. Après, son talent est incroyable. Mais parce qu'il a on sait que quand tu prends Boris, tu vois, dans cette NBA de statistiques, on signe des mecs sur des stats des fois à tort. Lui, tu sais que tu le prends, malgré des stats des fois, hélas, notamment cette saison assez familique, tu sais qu'il va t'apporter des choses. Et Boris, tu sais qu'en playoff avec le Jazz, tu peux le mettre sur le terrain, qu'il fera ce qu'il faut. Ouais. Voilà. Mais hier soir, tu vois, c'est encore frustrant. On le voit à 19 points. Il joue que 19 minutes. Il aurait peut-être mérité un peu plus de minutes. Il est chaud, il est bien, il est à 9 sur 9 et il va encore chercher la passe avant, alors que c'était un bon soir pour lui. Voilà. C'est un petit peu la qualité de ses défauts, Boris, mais quel joueur, quoi. On se souvient qu'il a été drafté par les Hawks et qu'il a commencé sa carrière en NBA en jouant meneur de jeu. Meneur de jeu. Derrière Jet Terry, qui jouait meneur aussi quand il a été drafté. C'est pour ça qu'il y avait le numéro 32, c'était le nouveau Magic. Vous connaissez les légendes comme ça. Et en plus, c'est désormais un joueur vraiment reconnu et estimé en NBA, Absolument. alors qu'en effet, il ne se résume absolument pas à des stats. Ça veut dire qu'il a conquis le cœur de ses pairs. Le jeu, au bout d'un moment, c'est le jeu. La passe qu'amène la passe, toujours bien placée en défense. Une bonne aide en défense, c'est pas marqué dans les stats, mais ça se sent, ça se voit. Il peut changer le match. Il peut changer le match sans avoir de grandes stats. C'est un petit peu, alors quand il était vraiment en canne et tout, ce que faisait un peu Draymond Green, ce que fait Draymond Green avec les Warriors, c'est ce que faisait Boris un petit peu avec les Suns à l'époque. Après il est important dans la NBA pour deux choses. La première, c'est qu'il a gagné des titres individuels, tu l'as dit, 2006 le MIP. Il était dans une équipe qui gagnait des matchs. Et son influence sur les playoffs 2014, c'est aussi dans ces moments-là qu'on peut révéler les grands talents. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans une carrière où tu es bien, où tu es chaud, où tout va bien dans ta life et que tu le démontres sur le terrain. Et ils sont allés chercher un titre grâce à lui. Et il y a eu beaucoup de vidéos à ce moment-là sur l'apport de Boris Dio, malgré les stats. ESPN en a fait tout un pataquès, mais c'était mérité, sur ses passes, sur sa justesse dans le jeu. Et c'est aussi comme ça qu'on salue une carrière et un talent en NBA. Et Boris Dio, c'est un joueur différent de ce qu'on trouve en fait. Si il nous dit bon, j'arrête dans 2-3 ans, il n'y a pas derrière de joueurs de ce type. Ça équipe de existe. France, donc déjà bonne nouvelle, il sera là cet été pour l'Euro. Mais oui, en équipe de France, derrière, va y avoir En France, il y a un NBA même. Et Hein. en NBA aussi. En NBA, ça se compte sur le doigt d'une main. Je parle de ce Moi, je te dis, profil, ouais. alors, ils n'ont pas le même âge et tout, c'est pas la même génération, mais là, ce que fait Draymond Green sur un poste 4, même s'il est plus petit, un peu plus en forme aussi, mais ce que fait Draymond Green dans. C'est moi le talent, c'est vrai. Moi, il y en a un comme Non, mais ça, dans qui est pas le même l'impact, poste. dans l'impact, sur je remplis des cases. Moi, j'en ai un autre comme ça qui a c'est Ginobili qui est aussi QI ce côté-là, qui voit tout en avance et qui a ce Beaucoup truc-là. moins de maîtrise. Peut-être. Ginobili, c'est peut-être. pièce en l'air. Hein. Peut-être, c'est peut-être pièce en l'air, mais ça fait partie de ce truc-là. C'est des mecs, quand ils ont la balle dans les mains, il va se passer un truc, même s'ils ont 58 ans. Tu vois, tu le mets sur n'importe quel terrain, il va se passer un truc. Et je pense, d'ailleurs, mettez-nous dans les commentaires si vous pensez à des mecs de ce style-là qui ont ce côté, je sais pas, indescriptible pour le basket. C'est Ginobili, mais ça veut dire que c'est deux joueurs fin de carrière. Bien sûr. Ça veut dire que une dans la bonne nouvelle question. génération, Ginobili, des mecs c'est qui ont une du mèche QI courte. basket. Ginobili, peut-être, c'est- non, mais mais c'est c'est pas une ça, mèche c'est pas courte. Non, grave. mais je vois ce que tu veux dire, qui voit des choses que personne ne voit et tout, mais qui a un risque bien supérieur Mais à c'est ce pas le que débat, peut là, faire on dit- Boris. Ouais, le mec, il est bourré. Ouais, non, mais Tu- ce que je veux tu- dire, tu- c'est tu qu'il demandais n'y en a si- aucun aujourd'hui qui ont ce truc-là de se dire, Tu ils sont demandais- sur le terrain, ils sont incroyables là-dessus. Tu- Draymond Green, c'est différent. Tu demandes, C'est pas le talent, oui, Draymond Green. mais c'est un poste un Ah, peu. mais c'est pas le talent. Quand il jouait 4 à Phoenix, Pas moi le je talent. trouve qu'il y avait des vrais similaires. Il n'y a pas de Ouais, talent à j'imagine. Draymond Green. C'est pas Babac, c'est un talentueux. Draymond Green, jamais je dirais, ce gars-là, c'est un talentueux. Ah oui, c'est non, pas un mais talentueux. d'accord. Boris, Voilà. c'est un talentueux Moi, je parle du naturel. talent. Et c'est pas un bosseur. Draymond Green, pour le coup, c'est un bosseur. Mais je te parle dans l'apport. Souviens-toi, Phoenix, quand même, c'est lui, et même les finales NBA, sur les pick and roll, quand Tony Parker Oui, va le d'accord, chercher, mais on c'est parle lui pas qui de ça, là. décante tout. Je suis d'accord, mais moi, On moi, je demande vais à un pas- mec, si, on parle exactement de Non, ça. on cherche pas un couteau suisse, Erwan. On cherche un gars Couteau. qui a de feel for Bon, the game. d'accord. Si vous pensez que Ginobili, c'est le même profil que Boris Dio, dites-nous, mais je Mais pense si, pas. justement. Eh ben, justement. Ok, tellement pas. Mais Bref, si, justement, pour c'est le finir, même profil de pas feel du for the tout. game. Pas du tout. Bah si, tu demandais justement, si c'est le tu- feel for the game. Mais il y en a plein des comme ça. Eh ben, dis-moi qui. Donc Teodosic, tu vois ce que je veux dire. Je te Mais dis il est pas en n'importe NBA, quoi. lui. Non, mais je te parle du niveau international. Non, mais feel Mais for the attends, game. moi en N3,
3, parce qu'on a un gars qui a un feel for the game, mais on s'en fout de lui. C'est moi. Et, pas sûr. Baby Boris on va Dio. finir là-dessus. Il y a Juste un une Baby anecdote Boris Dio. incroyable. Celle-là nous a fait rire hier soir. C'est Boris, quand il arrive à Phoenix, c'est celui qui a le record chez les Suns de la détente. Il a fait ça en claquettes. Ouais. Oui, attends, parce qu'en gros, il y a training Encore camp. chez les Suns. Training camp, tu sais, donc c'est le début, ouais. on mesure tout, comme bref. Et donc il y a Babat qui débarque en claquette pour faire le truc. Vous savez, avec tous les machins là, tu tapes, boum, et tu peux mesurer. Mais c'est Le mec quel a battu record le record sur la saison pour les Suns, c'est Non, extraordinaire. de toute façon, c'est sur l'histoire. Sur Je te jure, l'histoire, c'est carrément. Oui, sur l'histoire. Il y a Marquis Le Chris deuxième, aujourd'hui. Le deuxième, Mais- c'est Vince Carter. Enfin, en tout cas, avant Oui, cette année, voilà. si tu préfères, En c'était tout lui cas, à pendant l'époque, longtemps. à l'époque. Pendant longtemps, à l'époque, il avait battu en claquettes. En claquette. Essayez de jouer au basket ou de sauter en claquette, chaussettes blanches Après, comme, Boris, il a des bras. comme un Hollandais. Après, en- Boris, il a des bras immenses. Il Ouais, fait, c'est il fait ses lacets sans se baisser. hein. C'est Dalsim. Ça s'étend très vite. Ouais, Non, c'est il a exactement pas ça. celle-là. L'ex-star Tracy McGrady, grand marqueur mais jamais titré collectivement, va rentrer au Hall of Fame. C'est quoi ce délire? Le débat du First Talk. Wow, here we go. Uh-oh. He went right over to Bryant. Tracy McGrady, l'idole des jeunes désormais devenus adultes, icône pour ceux qui n'étaient pas fans de... T'arrêtes de tout faire tomber. Insupportable. Tu te calmes. Mais c'est Pascal Grinsouille, vas-y, j'en ai marre. Icône pour ceux qui n'étaient pas fans de Kobe ou d'Allen Iverson, 2 fois meilleur marqueur de la NBA, mais jamais titré avec Orlando ou Houston. Alors mérite-t-il d'entrer au Hall of Fame? C'est la première question. Bim. Bien sûr qu'il mérite de rentrer au Hall of Fame. C'est quand même un joueur qui a marqué une. Vas-y, Qu'est-ce qu'il y a vas-y, je t'en prie. Je sais que tu n'es pas d'accord. C'est un joueur qui a marqué une génération. Alors, c'est 2 fois meilleur scoreur de la ligue, des cartons. Et puis il y a ce côté. On marque une génération. Et c'est ce qu'a fait, Tracy McGrady. On le voit 7 fois All-Star, 2 fois l'NBA First Team, 2 fois meilleur scoreur de la ligue, je l'ai dit. Ouais, la meilleure progression en 2001, c'était avec Toronto. C'est un joueur qui a marqué une génération, qui a été un peu ralenti par des blessures. On en parlait tout à l'heure avec Diro, c'est un petit peu le même délire de blessures. Mais bon, c'est un joueur qui a marqué une génération. Quand on dit les années 2000, c'est quoi? C'est Kobe, c'est Iverson, c'est aussi Tracy McGrady. Ça veut dire qu'il a réussi à sortir carrément du monde du basket. Son maillot, il y avait des gens qui ne suivent pas forcément le basket qui l'avaient. C'est une icône. Qu'il Ouais. l'avait à Toronto, qu'il l'avait à Orlando, qu'il l'avait à Houston. Ouais, en plus, ouais. Ouais, complètement. Non, mais évidemment, je crois que. C'était une méga star. On est plutôt malgré d'accord pour dire que T-Mac est une star à part entière, hein, tu l'as dit. Kobe, Iverson, T-Mac, c'est les 3 qu'on met comme ça. Et tu vois, il faisait les tours avec Adidas début 2000, avec Kobe, et il régalait. Malgré tout, oui, c'est une icône. Ouais, il fait kiffer. Moi, quand je vois ses stats de 20 points, 5 rebonds et 4,4 passes, on connaissait son talent intrinsèque extraordinaire. On sait que c'était pas le plus gros des travailleurs, lui aussi. Mais il y a un énorme problème, c'est que là, on parle du Hall of Fame. Et moi, le Hall of Fame, c'est le gratin, du top. Et avec Il cette est un peu entrée, trop cul, ton gratin. là. avec cette entrée de T-Mac, certes hyper talentueux, eh bien, on entre dans l'ère des mecs qui entrent le LFM et qui n'ont jamais rien gagné de leur life, qui n'ont même pas passé un tour de playoff. C'est le seul qui est comme ça? C'est pas le seul qui n'a rien gagné, mais c'est le seul qui n'a jamais passé un tour de playoff. Et moi, je suis désolé, mais quand on rentre dans le gratin, on ne peut pas mettre, Alors, il on a ne peut passé pas des introduire. tours- Il a passé des tours de playoff. Attends, laisse-moi finir. Le mec, on parle d'un mec qui pendant 15 ans, voilà, je vais la dire parce que sinon Erwan il est chiant, ne passe pas un tour de playoff en tant que Resta, va aux Spurs avec de l'embonpoint, ne joue pas une seconde et va en finale NBA et a 2 doigts de prendre une Ringos. 31 Non mais poteau, C'était pour t'embêter. mais- évidemment. On est d'accord là-dessus. Les internautes, justement, les gens qui nous suivent sur la First Team, ont voté. Mérite-t-il d'entrer au Hall of Fame? C'est le sondage qu'on a proposé sur le compte Twitter de la First Team. Alors, il le mérite, oui, à 64%. Il y a encore des supporters qui sont là. Il y a des gens qui nous l'expliquent. Il y a des commentaires aussi sur la page Facebook de la First Team. Amine Kabir qui nous dit bah non, désolé, ça offre un boulevard à une panoplie de joueurs. Quid des D-Rose, Carmelo Anthony, Blake Griffin, Dwight Howard. Alors voilà ce premier commentaire d'Amine. Alors, Carmelo, il va l'être, je pense, honnêtement. Et après, pour Mais le oui, mais reste. il a raison, il a raison. Après, pour le reste, il a raison. Oui et non, je te dis qu'il a marqué une génération 2000. Je ne sais pas, les mecs qu'on vient de citer là, je ne suis pas sûr qu'ils aient marqué autant de générations. Attends, je vais te dire un truc. J'ai une vas-y. stat pour vous, les amis. Les 15 derniers joueurs retraités qui ont été à plus de 18 000 points, 5 000 rebonds et 4 000 passes sont tous Hall of Famer. Il appartient à cette équipe. C'est quoi, Mitch Richmond et tout ça là? Attends, je Il les ai. appartient à cette équipe. Mitch Richmond, The Morning, Reggie Miller, ce genre de gars-là. Moi, Parce que si on en reste au terme de star, en effet, C'est une D-Rose, Dwight Howard, oui, alors ils seront Hall of Fame. parce que le gros problème, et moi je suis d'accord avec ça, c'est C'est que MVP d'une saison régulière. D-Rose est MVP, donc il entre dans le gratin quelque part. Là, on parle d'un mec qui n'a pas été MVP, qui n'a pas été champion, qui n'a pas passé de tour de playoff et qui a eu une carrière marquée par les blessures. On se souvient quand même qu'à Houston, avec Yao,
il doit faire au moins une finale, bon sang, tu vois. Même s'il y a le Shaq, même s'il y a Kobe, même s'il y a je sais pas quoi, même s'il y a les Suns de Steve Nash, j'en sais rien. Au bout d'un moment, tu dois marquer ton empreinte avec ton talent. La NBA et la NBA, c'est faire au moins des foutues finales. Tu vois, si lui, il va au truc, pourquoi Chris Paul, il irait pas? Moi, Chris Paul, il y va alors dans ce cas-là. Mais tu vois, c'est un mec qui Mais quand pourquoi, même... attends, Chris Paul, toi, tu l'envoies au truc? Mais j'attends que leur carrière soit finie. Non, mais si ça s'arrête aujourd'hui. Certainement. Eh ben voilà, bah donc on est bien. Moi, pour moi, c'est plus le gratin. J'adore Chris Paul, Non, je mais les tu vois, adore tous ces joueurs-là. Moi, je vais te donner un exemple et tout, parce qu'il cite ces mecs-là. Mais un mec comme Bernard King, qui était au Knicks et qui a fait aussi il est à champion. Washington et tout, ou du champion de quoi? Bernard King n'est pas champion Avec le qui? truc. Bah attends, je vais vérifier. Vérifie, mais je crois que Bernard King, qui était un énorme scoreur, que bon, lui, pour le coup, il a passé les premiers tours de playoff, il me semble. Mais pareil, c'est un petit peu cette race-là, mais qui ont marqué une époque, qui ont marqué des franchises et qui sont au Hall of Fame au bout d'un moment. Alors, une fois, alors faudrait peut-être revoir les règles du Hall of Fame. C'est bon, tu valides? Non, pardon, pas du tout. Vas-y. Erwan, ça représente quoi justement pour toi le Hall of Fame? C'est ça aussi le. Ça représente la crème de la crème, c'est ce que dit Thomas, le gratin du gratin. Mais après, il y a des carrières qui c'est tellement individuel, propre à chacun d'être au Hall of Fame. On a tous des affinités avec des joueurs plus ou moins. Il y en a certains. C'est émotionnel. Il y a des mecs qui vont te dire, je suis sûr que là, dans tous les commentaires, on va dire McGrady le mérite, Blake Griffin ne le méritera pas, Melo le méritera pas. Mais moi, j'envoie McGrady alors que Melo a fait une finale de conf avec Denver où il avait été monumental. C'est toujours très particulier et très personnel à chacun, mais. Oui, mais sauf que non, finalement. Parce si. que oui, sauf que là, le grand problème, c'est que c'est pas toi qui va dire qu'il va au Hall of Fame, c'est pas moi, c'est pas toi. Il y a une instance qui dit on y va, donc c'est plus personnel. C'est quelqu'un qui vote. Moi, à partir de ce moment-là, le grand problème, et ça on l'a toujours dit, c'est que le Hall of Fame, donc je l'ai dit, c'est le gratin du gratin, ça devrait être très dur d'y entrer. Tu vois ce que je veux dire? Ça devrait être le top du top, au moins un titre de MVP, au moins un titre de MVP des finales. Eh ben, c'est bien le grand problème. Donc finalement, moi je dis pas que c'est la faute de T-Mac. T-Mac, il est là. D'ailleurs, ça va être le plus jeune joueur de l'histoire, le plus jeune homme à entrer au Hall of Fame. Il a que 37 ans. T-Mac, Vince Carter a 40 ans. Son cousin, c'est quand même fou de se dire ça. Il joue toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que le Hall of Fame, les gens qui votent pour ça, devraient dire c'est vraiment pour le gratin. Et aujourd'hui, un mec comme T-Mac, qui a certes une carrière incroyable, ne peut pas entrer dès sa première année de comment on dit ça? Tu dis que c'est trop tôt. C'est soit trop tôt, soit il y a plein de gens qui devraient rentrer avant. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça, à la limite, je veux bien te l'accorder, mais un mec comme Mitch Richmond qui est Hall of Famer, moi, ça me choque aussi. Non, mais autant mais que voilà, T-Mac. mais moi, je pars de ce point-là. À partir du moment où un mec comme Mitch Richmond, qui était une très belle carrière, genre très MVP du All-Star Game, un shooter incroyable, un shooter incroyable avec les Warriors, avec les Kings. Bon, bah, si Mitch Richmond y est, je mets aussi T-Mac. Ça, T-Mac, n'oublions pas que c'est quand même 7 fois All NBA Team, alors entre première et deuxième. C'est quand même un mec qui était tout le temps, alors il n'a pas été MVP, mais voilà, c'était un top joueur pendant longtemps. Et je te dis, les années 2000, il en fait clairement partie. C'était l'un des visages des années 2000. Dans les commentaires, on a justement un autre nom qui est sorti du chapeau, c'est le commentaire de Mathias Couéchon Lim. Désolé pour ton poteau si je l'ai un peu écorché. Si Ben Wallace n'y va pas, il y a un gros problème. T-Mac, oui. Certes, T-Mac est un scoreur de fou, mais carrière moins complète. Alors, vous en pensez quoi? Alors là, au bout d'un mois... Mais moi, ça me fait délirer. On met pas T-Mac au Hall of Fame, par contre, on envoie Ben Wallace. Bah attends. Un mec chargé à la Javel dans les trucs, qui tu vois ce que je veux dire, qui fait 4 ans de NBA avant de plus pouvoir mettre un pied devant l'autre. Non mais attendez, les mecs. On est vraiment en train de me dire que T-Mac, il va pas au Hall of Fame et qu'on envoie un mec avec des moignons qui a défendu pendant 4 ans en faisant que ça. Je me refais les finales 2004. Voto, il envoyait des airballs, mon gars, à 3,50 m du stade. Mais bon, c'est pas ça. Moi, là où je suis d'accord avec lui, c'est que mine de rien, un mec qui a eu je crois qu'il est 3 ou 4 fois meilleur défenseur de l'année, donc distinction individuelle très importante, champion avec son équipe, qui lui aussi a marqué les années 2000. Il avait quand même un dingue dès qu'il mettait un point, donc lui, il a marqué une fois par... Moi, je pense que dans 10 ans... Moi aujourd'hui, je te parle des années 80, tu me cites... Cite-moi les 4 visages des années 80 NBA. Les années 80? Ouais, mais attends là. Mais tu les as. D'accord, il y a Magic et tout, mais quel rapport? Dans 20 ans, je peux te dire que quand on va dire aux mecs les années 2000 à quoi ça ressemblait, il n'y a pas un mec qui va te dire Ben Wallace. Hein. Oui, mais ça... Alors par contre, on pourra te dire T-Mac. Ça, j'entends. Arrêtez quoi. Pourquoi 4? Non mais j'ai beaucoup. Si on augmente à 7. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour la carrière de Ben Wallace, ce qu'il a apporté. Sauf la Javel. Non mais ce qu'il a apporté aux Pistons, défensivement, son impact, son amour du jeu et tout. Mais au bout d'un moment, on peut pas me dire un mec, c'était quand même un mec qui mettait des airballs à 2 mètres du panier. Alors oui, c'était un gros sur le Shaq. Oui, qui a gagné. Mais oui, c'était un gros défenseur. Oui, c'était un mec dans le système Larry Brown qui était important. Mais attendez les gars, venez pas me comparer la carrière de T-Mac à celle de
à celle de Ben Wallace. Il faut arrêter. Je crois qu'on a bien répondu aux commentaires de Mathias. Non, mais il a raison, c'est très bien d'avoir leurs avis. Mais là, moi, ça n'engage que moi, mais je suis archi pas d'accord. Il y a d'autres Une nouvelle stat sur Tracy McGrady, avant le dernier commentaire, c'est que tous les top scorers, tous ceux qui ont fini une fois au moins un meilleur score de la Ligue, sont tous au Hall of Fame, à part un gonze qui s'appelle Max Zalewski, c'était en 1948. Comment tu l'as appelé? Zavzlovski. Pas sympa. Donc, à part Il a lui, ouvert une boutique de bijoux depuis. à part lui, ils sont tous Hall of Fame, les meilleurs scores de la Ligue. Donc voilà. Mais parce que c'est un truc qu'on galvaude souvent, nous, en France. Bien mais sûr. Le titre de meilleur scoreur. Paul Galvon. Le titre de meilleur scoreur de la Ligue, c'est très important chez Henry. Nous, on s'en fout parce qu'on dit MVP, machin, mais meilleur scoreur, peut-être que, je sais pas s'ils ont un petit souci, ils doivent avoir un petit trophée, mais c'est très important pour les Henry. Justement, Voilà, donc en ça, parlant de c'est meilleur marquant. scoreur, Deux fois en meilleur parlant de meilleur scoreur, on a 2 autres commentaires, dont un sur DeRozan. En parlant de meilleur scoreur, c'est bien placé. C'est Alioune Camara qui nous dit, pour moi, c'est comme si tu stoppes la carrière de DeRozan aujourd'hui. Grand talent offensif qui fait gagner sa team, mais à part d'être le meilleur marqueur, pour l'instant, il n'a pas un dossier assez fourni Je vois ce pour qu'il veut être dire. Hall of Famer. Ça, je l'entends et je le comprends un peu plus. Mais je ne suis pas d'accord. T-Mac a marqué de son empreinte son passage en NBA, ce que DeRozan n'a pas encore fait, malgré sa grosse saison aujourd'hui. Mais Ouais, parce que c'est une époque aussi. Je suis sûr que DeRozan, début 2000, il aurait marqué tout le monde. Non, mais après, il au bout reste d'un encore- moment, il reste encore des au bout d'un moment, on ne peut pas demander à ces grands talents, à ces superstars, à ces icônes du sport, d'avoir des résultats collectifs quand même. On parle quand même d'un mec, tu vois, c'est pas KD avant qu'il parte à Boston, il fait au moins une finale de conf, même s'il se fait dérouiller au premier tour chaque année. Là, c'est un mec qui n'a jamais, sauf en 2014 avec les Spurs, D'accord. passé un tour de foutu donc, playoff. donc un mec qui fait 7 fois NBA First Team ou Second Team. Mais ce Un soit mec la saison régulière. Attends, un mec qui est 2 fois. D'accord, laisse-moi. Un mec qui est 2 fois meilleur scoreur de la Ligue, qui est 7 fois All-Star. Et donc, parce que, en plus, quand Oui. il perd, non, mais quand il perd sur les premiers tours, il perd des 3-2 et tout, il prend jamais des sweeps Mais et ça, tout. c'est pas mon problème, non, mais ça, tu d'accord. perds, tu perds. Donc, parce que ça, le mec, elle était pas un Hall of Famer. Il y a Non, des mais- mecs qui sont Hall of Fame et qui ont joué à côté de grandes stars et qu'eux ont fait des trucs Je te en pose une playoff. question. Là, dans la sélection de base, il y avait un mec qui s'appelait Chris Webber, ton gars sûr. Tu penses pas que Chris Webber aurait mérité à la place de Justement, T-Mac? affiche le commentaire de Mais- Jack Slater qui nous dit « J'aurais quand même mis Alors, C-Web avant sûrement T-Mac. surfeur, lui. Sinon, dans l'absolu, Non. c'est pas non plus un scandale. » C'est un peu le même constat que pour Tim Non. Hardaway qui a quand même son signature move et il n'y sera pas cette année. Déjà, Jack Slater, t'es mon idole parce que je sais d'où vient ce nom et c'est Last Action Hero, c'est Arnold Schwarzenegger dans peut-être le plus grand film de l'histoire du cinéma, Jack Slater. Donc déjà, toi, je t'aime. Je commence à nourrir quelques sentiments pour toi, Jack Slater. De attention, deux, Jacques. remets-moi le commentaire du coup parce que j'étais tellement bibulé par Jack Slater que. J'aurais Alors, quand même mis C-Web. si Web, effectivement, moi je l'aurais mis aussi, mais avec T-Mac. Et Tim Hardaway également, il a le même constat qu'il a quand même son signature move et il n'y sera pas cette année. Bah ouais. Deux Mais joueurs c'est des mecs passés. qui vont y aller. C'est des mecs qui vont. La question, c'est est-ce qu'ils méritent d'aller au Hall of Fame? C'est ouais. pas est-ce que c'est trop tôt ou trop tard. Alors, certes, à la question, est-ce que c'est trop tôt? Certainement, quand on voit la concurrence avec Chris Webber et Tim Hardaway. Maintenant, est-ce qu'ils méritent d'y aller? Oui, ils méritent d'y aller. Prenez la liste du Hall of Fame. Et après, Mitch Richmond, quand tu dis qu'il est dedans, oui, évidemment, mais T-Mac Bernard doit y King, aller. c'est les mêmes délires. Ouais, d'ailleurs, qui n'a jamais été champion. Hein. Je retire exactement ce que j'ai dit Il a tout à l'heure. vérifié, ça y est. Mais ouais, non, mais le grand problème, c'est ça. Mais je crois que c'est la question. Est-ce que le Hall of Fame est ouvert à trop de monde? Je crois que c'est important de dire qu'aujourd'hui, oui, malgré tout, Voilà. il est ouvert à trop de monde. Le problème vient peut-être de là à la base. À partir du moment où tu commences à ouvrir un petit peu à des joueurs où il y a débat, ben forcément, d'un coup, la liste, elle s'allonge, Sauf forcément. que si tu n'ouvres pas, on peut quand même considérer qu'il n'y aura pas des Hall of Famers tous les ans. Eh non. Donc le business NBA du Hall of Non, Fame c'est est sûr. un peu chamboulé par rapport à ça. Ouais, Après, les gars, on va raison. remettre aussi les choses à leur place. Frank Brikowski ne sera jamais Hall of Fame. Tu vois ce que George Murzan ne sera jamais Hall of Famer. Bah, c'est Bon, bien on va- dommage. non, mais on va remettre les choses. On va remettre les choses dans leur contexte. Là, on parle quand même de joueurs qui ont été des grands joueurs avec des grandes carrières. Après, on chipote. Ouais, mais il tournait playoff. Ouais, mais il a mis 7 All-Star. C'est quand même des mecs. Si on en parle quelque part, c'est qu'ils sont pas loin. On n'est pas loin de la vérité. Ah, c'est sûr que si on fait 10 1 contre 1 contre lui, il y a moyen qu'on prenne 10 fois Voilà. 20-0. Non, mais Eric Snow, on n'aura jamais ce débat avec Eric Snow, quoi. Ouais, même s'il est capable de mettre 10 fois 20-0. ouais. Ou George McKee, qui est lui aussi capable de mettre. C'est une légende où Kobe avait bien défié Tracy McGrady pour des. Bah, il un paraît, contre il n'y a un. pas d'image, C'est la- donc c'est pendant leur tour en Europe. Mais voilà, c'est intéressant de dire ça, c'est que T-Mac regardait largement les yeux dans les yeux Kobe à son prime, clairement. Très bien, on a fait le tour. C'était un mec inarrêtable. On va finir. Non, mais c'était un mec Ouais, c'est un inarrêtable. vrai gars. C'était un mec. Il joue quand même avec Pat Garrity. Voilà. Et puis on n'a pas parlé, c'est les 35 français. secondes face aux Spurs. Ah oui, ouais, 13 Il n'y points. a pas grand monde capable de faire ça. Je suis capable de manger 35 burgers en 13 secondes. Ah, hein. voilà. Bref, son match face aux Spurs, c'est incroyable. Enfin, voilà. Non, mais voilà, c'est bien. Moi, je veux le voir au Hall of Fame. On a diffusé les sondages, on a vu vos commentaires, les amis. Continuez de nous en parler sur les réseaux sociaux de la First Team.
Kylian Tilly et Gonzaga sont en finale NCAA. Cocorico. Bravo, Kylian. Bravo. Retour donc sur nos 5 meilleurs souvenirs de Final Four. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Blocked by James. LeBron James with the rejection. Il vient de redire pendant le générique, il m'a rendu fou avec Ben Wallace, les gars. Oh là là, la snitch de fou, mon gars. Balance. Allez, c'est l'heure du top 5, les amis, avec nos meilleurs souvenirs de Final Four. On commence avec 2003. Carmelo Anthony, Syracuse, l'épopée magnifique face aux Jayhawks de Kirk Heinrich notamment. Ouais, c'est ça, Kirk Heinrich, c'est en 2003, ça se passe, je me souviens plus où. Je sais pas moi. Ça se passe. C'est pas 2000 Indiana. Non, bon, bref, pas Non, sûr, bref, ça se passe. Tiens, regarde pendant que j'explique. Demi-finale face à Texas. Et Melo est freshman, c'est sa première année. Syracuse n'a jamais gagné le titre. Et notre ami Melo sort un 33 points. Et c'est là qu'on le découvre, parce qu'à l'époque, il n'y avait quand même pas Internet, ou c'est pas en tout cas comme on le connaît aujourd'hui. Et on découvre cette espèce de mec avec un bandeau, des tresses qui étaient à la mode à l'époque. Et il fait un véritable carnage dans ce Final Four. 33 points en demi-finale. Des shoots de loin, des crosses, tout en création. Et on se dit, waouh, aujourd'hui, il y a quand même une équipe pas mal. Il y a un petit shooter, McManaman, un truc comme ça. je ne sais plus comment. Ouais. Il y a, Pas le joueur de foot. Hein. Non, pas le joueur de foot. Il y a McNamara. McNamara. Tiens, tu vois, bravo la Et il y avait photo notre polo. ami, le grand tonton Renoir qui met des tomards là. Qui est comme un énorme. Totalement oublié son nom. Non, c'est déjà Hakim Warwick. Hakim Warwick. Et voilà, les C'était donc Orangemen. à la Nouvelle-Orléans. Voilà, Louisiana Superdome. Et donc, ils font un Final Four d'anthologie. Ils gagnent en finale face à Kansas de Kirk Heinrich, Nick Collison et Keith Langford qui fait des bons petits cartons en Euroleague. Donc voilà, c'est là qu'on a découvert Melo. On s'est dit, waouh, c'est un tueur, c'est un leader. Parce que c'est peut-être, à part avec Team USA, c'est peut-être la seule vraie fois de sa carrière où ça a été un vrai leader. Il a permis à son équipe de gagner. C'était très tôt dans sa carrière. Et malheureusement, on n'a jamais retrouvé derrière ce Melo. Mais l'espace d'un week-end, on s'est dit waouh. Et c'est peut-être aussi, c'est le début de la légende Melo. Tu vois, parce que les gens, on l'a tous découvert finalement pour la plupart. Comme ça, tu as toujours des mecs qui vont te dire, moi j'ai vu une vidéo en high school. Bon, ok. Mais c'est là qu'on l'a vraiment découvert. C'est là qu'on l'a vraiment découvert. On se disait, waouh, mais ce mec-là va faire gagner des titres. 15 ans plus tard, on en est loin. Ouais, pourtant peu de gens auraient parié parce qu'il avait le style, il avait le tir, il était clutch. Dès qu'il arrive en NBA, il est prêt à il y avait l'électricité. La classe, l'attitude de star et tout. C'est des mecs qui arrivent en NBA qui mettent plus de 20 points par match de leur saison rookie. Aujourd'hui, on est loin de tout ça quand même. Il y avait une électricité, quelque chose autour de lui. Ouais, et à l'arrivée, c'est fou quand même la trajectoire. Autre souvenir de ces Final Four NCAA, 2006-2007, les Gators de Florida réalisent un doublé sensationnel sous les ordres de Bill Donovan, avec un 5 majeur que vous allez énumérer avec des gens très connus. Ouais, c'est peut-être l'un des tout premiers souvenirs finalement. Moi j'avais 16 ans à cette époque-là, mais surtout il y avait Joachim Noah qui était au Final Four NCAA. Et donc là on est en train de les voir, il y avait Corey Brewer à Lorford, et il y avait Walter Hodge qui est à Lasvel maintenant en Pro A, qui était peut-être à Lasvel, était tellement pas lui mon gars. Walter Hodge. Torian Green qui a joué. Walter Hodge était dans l'équipe, qu'est-ce que je te dise Walter Hodge était dans l'équipe. Ah d'accord, mais je crois que tu parlais du meneur titulaire. Ah non, je dis que Walter. Attendez, je vous donne une information. Si vous ne voulez pas l'accepter, c'est votre problème. Donc voilà. Et pourquoi ça nous marque? C'était à Indianapolis, donc le Final Four, et en 2006, Joachim Noah avait été élu MOP, meilleur joueur du Final Four, ce qui est à l'époque quand même une performance extraordinaire de voir un Français MOP. Et c'était contre UCLA en finale, ils avaient gagné en 2006, 73-57 avec Aaron Aflalo, Darren Collison, Jordan Farmer, Luc Mbamute qui était freshman et Ryan Hollins, le grand pivot tomareur fou. Par les Clippers. Exactement, et la deuxième année en 2007, c'était Corey Brewer qui était allé au bout. Et on se souvient qu'à l'intersaison 2006-2007, Joachim Noah, à Lorford et tout, s'était posé la question de est-ce qu'on va en NBA. Ils avaient tous fait ce choix de rester en NCAA alors que Joachim Noah était prévu pour le top 5 de la draft. Et finalement... bravo à eux d'avoir fait ce doublé-là. On sait à quel point c'est difficile de faire un doublé. C'était une vraie aventure de potes. Hein. C'est ce qu'ils s'étaient dit. On disait on est des potes, on va rester à la fac. On sait qu'en NBA, on jouera plus ensemble. On va être mis un petit peu chacun. On va être dispatchés dans les différentes franchises NBA. Ils s'étaient fait un pacte de rester une nouvelle année à la fac. Je ne sais pas pacte de quoi, mais ils avaient peut-être fait la biscotte. Je ne sais pas. En tout cas, ils avaient fait un pacte et ils sont restés une année de plus à la fac. Et on se souvient qu'à Lorford, on sait qu'il vient d'une famille aisée. Joachim Noah, on connaît son père, donc on va avoir trop de problèmes d'oseille, mais c'est surtout Corey Brewer qui lui venait d'une famille un peu plus pauvre et qui avait dit ok, moi je le fais avec vous quand même, alors que lui il aurait pu aller prendre des dollars déjà en NBA. Et ça prouve bien qu'il s'était passé quelque chose dans cette équipe sous les ordres de Billy Donovan, aujourd'hui coach de Russell Westbrook. Et parallèle avec Carmelo ou pas dans le fait qu'il est cartonné donc en Final Four et derrière la carrière différent parce que ça soit Corey Brewer ou Joachim Noah quand ils sont MOP de Final Four, c'est un mec qui sort d'un collectif, mais le collectif
collectif prime avant tout. D'ailleurs, tu regardes leurs stats, c'est pas complètement fou. Méfie-toi quand même, parce que moi j'ai le souvenir d'un 26 points, 15 rebonds en Gros, demi. Non, pour Noah. Ouais, non, Noah est mais extraordinaire. mais en finale, il est un Attends, peu j'y moins bien. Alors que Melo, sur le Final Four, on voit que lui. Ouais, bien sûr. Mais Melo, on voit que lui sur le Final Four. Je vois Brewer, c'est pareil, il est très fort sur le deuxième Final Four. Mais c'est un effort collectif. Mais c'était plus dans le collectif. Là, Melo, il prenait la balle. Donc c'était différent. Mais bravo à eux, c'était une belle histoire. Autre souvenir de Final Four, la finale de légende de 2016. Villanova contre North Carolina, qui ne peut rien face à l'efficacité offensive des Wildcats. Deuxième titre de l'histoire pour Villanova. Et un buzzer beater, c'est ça? Ah, C'est ça qui avait marqué. le vrai buzzer beater de Chris Jenkins, 12 points sur ce match-là contre UNC, dans un stade à Houston de foot US où il y avait, je ne sais même plus combien, 80 000 personnes. Genre, tu sais, le stade de France, mon gars, c'est un truc de malade. Et on se rappelle que Chris Jenkins donc, marque ce buzzer beater alors que Marcus Page égalise avant. Bah, C'est arrivé en c'est- 83, je crois, donc ça c'est ça, n'arrive c'est donc jamais. une finale qui se joue sur un seul match. Tu te retrouves à égalité, avec 74 partout, et il y a un mec, là on voit son tir, ça part de ses mains, il reste moins d'une seconde, il marque derrière, lui, il fait tu vois, il fait un peu Eric Cantona. Alors tous les autres derrière, ils font l'avion comme ça. C'était un moment extraordinaire. On se rappelle quand même que le MOP de l'année dernière, c'était Ryan Asidiakono, qui a joué 3 matchs de pré-saison avec les Spurs et qui joue au Austin Toros cette saison en D-League, un meneur, un petit blanc qui a priori ne jouera jamais en NBA. Mais donc voilà, on voulait saluer ce match-là parce que c'était peut-être l'un des plus grands matchs de l'histoire de la NCAA parce que ce buzzer beater, le dénouement évidemment. Et c'est pour ça qu'on aime ce sport, c'est que quoi qu'il arrive, il peut se passer des trucs extraordinaires dans les dernières secondes. Quatrième souvenir, c'est les 20 ans de la victoire d'Arizona, 97. Ouais. Arizona où figurait à l'époque Mike Bibby qui a marqué les années 2000. Alors, racontez-nous. C'est une victoire dont on se souvient peu finalement, mais c'était une surprise. Arizona, avec Mike Bibby, va s'imposer cette année en NCAA. C'était l'année 97, c'est donc il y a 20 ans tout pile. Donc Mike Bibby est le meneur, mais il a un deuxième arrière qui s'appelle Miles Simon. Et en fait, c'est lui la vraie star de l'équipe. C'est lui le MOP de ce Final Four. Ils sont tous les deux, ils sont un backcourt énorme, indéfendable. Et sur l'autre tournoi, ils battent 3 numéro 1. C'est la première fois depuis 85 que c'est arrivé quand le tournoi est passé à 64 équipes. Donc il faut une March Madness, comme son nom le dit, incroyable. Et finalement, donc la folie en mars, oui, bien sûr. finalement, donc ils s'imposent un petit peu à la surprise générale. Et donc ils font tomber notamment Kansas et en demi-finale North Carolina et Kentucky avec Ron Mercer, Nazir Mohamed et Jamel Magloire. Il y avait du matos à l'intérieur. Et ce Simon Slack, donc, qui est MOP, ne se présentera même pas à la draft derrière, alors qu'il sort d'une saison senior à plus de 18 points par match en NCAA. Il ne se présentera même pas à la draft. Il jouera quand même 4 ou 5 matchs avec le Orlando Magic. Rien de fou. Il jouera un petit peu en Italie. Il aura finalement une carrière professionnelle derrière très courte, alors qu'il avait nettoyé tout le monde pendant un mois en NCAA. Et à l'époque, la NCAA, c'était c'est pas mal. Il y a des mecs qui restaient 3-4 ans. Il y avait, voilà. 1992, Duke. 13. 1993, Duke, le back-to-back. Ouais, Le back-to-back de Duke qui battent les Wolverines. 91, 92, Duke. Ouais, Et 93, là, on parle de 93. Et 93, donc Michigan, Absolument. Duke, avec Michigan où il y avait donc Chris Webber, Jalen Rose, Dwight, Fab Joanne Five. Howard. Jimmy King, Joanne Howard. Joanne Howard, ouais, absolument. Un grand moment. Alors évidemment, l'histoire est extraordinaire de cette équipe. Les shorts, les shorts un peu baggy, les chaussettes noires, chaussures noires, ça n'existait pas dans le basket. Faut se rendre compte, ça n'existait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est juste une faute de goût à la rigueur. Si aujourd'hui, et encore, les shorts courts redeviennent à la mode. On le oui, voit il avec était Jalen temps. Brown et. Mais Brandon les shorts longs, voire trop longs, les chaussettes noires avec chaussures noires, c'est le Fab Five, c'est Jalen Rose qui a amené ça. D'ailleurs, je vous conseille le reportage d'ESPN 40 for 40, The Fab Five, sur l'histoire de cette épopée énorme de ce genre de Michigan. C'était fantastique. Donc, le contexte, l'année avant, Michigan crée la sensation en NCAA avec un style à part, que des freshmen. Ils arrivent en finale et ils se font désosser par Duke en finale de 20 points. Et Duke, c'est l'antithèse de ce qu'est Michigan. C'est la fac de, j'aime pas cette expression-là, la fac un petit peu de gendre idéal, on va dire. Voilà, de gendre idéal, de gens bien élevés. Michigan, c'est un petit peu l'inverse. C'est un petit peu les mecs du ghetto, un petit peu les bad boys. Et Michigan déteste Duke. Donc ils arrivent en finale, boum, ils se font taper. Christian Laettner. Ouais, et Christian Laettner. Ils se font taper de 20 points. L'année d'après, ils reviennent en finale. Ils sont cette fois-ci face à North Carolina, ce qui est un petit peu le même délire que Duke, hein, dans l'idée. Et là, ils sont menés de 2 points. Lancer franc pour North Carolina, rebond de Chris Webber. Et là, mon pauvre, dans sa tête, ça va se passer très vite. Déjà, il veut faire un outlet au meneur. Le meneur est coupé, il fait marcher, pas siffler. Et là, dans sa tête, coupure d'électricité. Il dribble comme un fou dans le corner. Il demande un temps mort parce qu'il est trappé. Temps mort, il n'y en a plus parce que le coach a pris tous les temps morts. Faute technique, ballon à North Carolina et Michigan State. Et Michigan va perdre. Et traumatisme terrible
Pour Chris Webber, ça va le suivre pendant des années. Bon, ça ne l'empêchera pas de faire une carrière NBA plus qu'honnête et d'être un jour au Hall of Fame. Mais voilà, c'est quand même l'une des histoires les plus incroyables qu'on ait vues dans des Final Four universitaires. Waouh. Lourd, hein? Lourd. En tout cas, on va sourire quelques secondes car samedi, c'était le 1er avril. Vous avez fait plein de blagues et d'autres stars aussi NBA ont fait des blagues. Giannis Antetokounmpo, le Greek Freak, a voulu piéger ses fans. Regardez ce que ça donne. Une petite photo de lui dans un arrêt de bus et la découverte d'un FaceTime en temps réel qui débarque avec Giannis. C'est assez lourd, regardez ça. Et bim. Erwan, si ça t'arrive, tu lui poses quoi comme question à Giannis? Bonne question. Ils ont pu discuter ensemble et allez voir la fin même de la vidéo, car à la fin de la vidéo, c'est Allen Iverson qui débarque pour faire la blague à Giannis. Inverse. Giannis débarque à l'arrêt de bus, rencontrer ses fans et voilà la suite de l'histoire. Alors qu'est-ce que tu poses comme question à Giannis? Est-ce que tu as envie de voir arriver Derrick Rose à Milwaukee? Oh God, no. Voilà. No, please. Le lien, toujours du lien dans cette émission. Ah ouais. C'est l'heure du All-Star, pas All-Star, les tops, les flops d'Erwan et Thomas. In overtime, and Michael has the ball, again guarded by Shawn Marion. The fadeaway. On commence avec les All-Stars, les tops. Erwan, quel est ton All-Star de la semaine? Alors, il y en a deux, je vais aller très vite. Mon premier All-Star, c'est Lance Stephenson dans une interview qui dit que son retour à Indiana, on peut le comparer un petit peu au retour de Michael Jordan. C'était évidemment un poisson d'avril, en tout cas, on le souhaite très fort. Mais voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Le fait qu'ils disent que son retour à Indiana soit similaire à celui de Michael Jordan, évidemment, c'est incomparable. Deuxième chose, c'est Patrick Ewing, qui est assistant, donc coach pour l'instant des Charlotte Hornets, et qui n'a pas vraiment sa chance à NBA comme assistant, comme coach principal, et qui pourrait, pourquoi pas, récupérer le coaching principal de Georgetown en NCAA. Sa fac, c'est là où il est passé avec en université, donc ça serait bien que Patrick Ewing ait sa chance, que ça soit, si ce n'est pas NBA, que ça soit en université avec Georgetown. Une question par rapport à ça, qu'est-ce qui l'empêche actuellement d'essayer d'avoir une équipe NBA? C'est quoi? Ça marche comment? Du réseau? Ça marche un peu tout, au talent peut-être aussi? Il n'est pas reconnu encore en tant qu'entraîneur? Un peu de tout, mais c'est une bonne idée pour lui de passer par Georgetown. Quand on voit les réussites de Billy Donovan et de Brad Stevens qui sont passés par le schéma universitaire, voilà, lui, il a beaucoup de NBA, c'est un joueur légendaire. S'il a des résultats avec Georgetown, peut-être qu'un poste principal de coach pourra s'ouvrir pour lui. Thomas, j'ai un All-Star pour toi. C'était le week-end du 1er avril. Les Lakers ont gagné un match. Ouais, les Lakers ont gagné un match, comme quoi tout est possible dans le Non, moi c'est la super forme de nos Français en ce moment. Ce matin, on a fait une matinale qui malheureusement n'a jamais pu être livrée à temps, mais tant pis, c'est pas grave, ça arrive. Mais surtout quand je vois le match de Rudy hier, quand je vois le match de Tipeee à 21 points, quand je vois Babak, quand je vois Timothée Luaou-Cabarro qui marque 23 points hier soir, quand je vois Lovern qui met 15 points hier, on vit en ce moment des super buzzers du basket français en NBA, et évidemment c'était un flop global dont on parlera bientôt, j'imagine. Un top. J'ai dit quoi? T'as dit un flop. J'ai dit un flop, mais je pensais évidemment à un top. Pléonasme. Pléonasme. Voilà. Alors justement, du top au flop, il n'y a qu'une seconde, il n'y a qu'un pas. Passons au pas All-Star de la semaine. Alors pas All-Star du tout, ils sont pas All-Star, ils seront pas en playoff non plus. C'est les Detroit Pistons qui chient complètement sur l'histoire de leur franchise. Voilà, faut pas déconner. Ce que fait Stan Van Gundy, ce que font l'ensemble de l'équipe à cette franchise mythique que sont les Detroit Pistons, qui vont quitter la salle mythique du Palace d'Auburn Hills. Donc, et certainement, il n'y aura pas un dernier tour de play-off, c'est-à-dire que les supporters des Pistons ne pourront pas dire au revoir de manière décente à cette magnifique salle qu'est le Palace d'Auburn Hills, avec qu'on connu les Bad Boys, qu'on connu Ben Wallace, Rashid Wallace et Bill Ups, les bagarres, les choses. Voilà, il y avait toute une âme autour de ça au Palace d'Auburn Hills, et le Palace d'Auburn Hills va disparaître de la NBA de manière quasi anonyme à cause d'un coach dramatique qui veut être président des opérations mais qui n'a jamais rien mis en place, à cause de joueurs qui se prennent peut-être pour ce qu'ils ne sont pas. Voilà, honte à vous les Pistons de finir la saison comme ça et de lâcher le Palace d'Auburn Hills. Ils étaient en course pourtant jusqu'à la mi-saison. Qu'est-ce que je dis? C'est Wax qui leur met trop de pression. Wax doit être plus mal, et comme dirait Stan Van Gundy, c'est la faute des joueurs. Voilà. Le pas All-Star de Tom. Moi, c'est l'altercation entre Tristan Thompson et LeBron hier face à Indiana dans le Money Time. On voit Kevin Love
mettre un gros tir. Et sur le retour, sur le temps mort, on les a vus s'insulter, mon gars. S'insulter avec des fucks et des trucs. On a vu Tristan Thompson insulter LeBron. On a vu, mais en fait, c'était une insulte. En fait, je vous explique vite fait. Donc, LeBron défend sur Paul George. Il prend les TG dans la gueule, ce qui peut arriver. Mais LeBron n'était pas content de la couverture défensive de Tristan Thompson dans son aide. Donc, derrière, il lui gueule dessus. Alors que lui, derrière, il dit mes intentions étaient louables, mais j'avais des gros mots dans la bouche. Ça peut arriver. Derrière, Tristan Thompson, il fait attends, moi, je vais pas me laisser faire. Je suis pas ton petit. Hein. J'ai signé à 90 millions l'année dernière. Je suis avec Khloé Kardashian. Moi, je te défonce, LeBron, ok? Voilà, en gros, ce qu'il lui a dit. Hein. Enfin, sans LeBron, il sera à 3 000 € par mois. Hein. Ça, c'est pas mon problème, tu te débrouilles. Et donc, on a vu les deux mecs vraiment limite s'insulter, tu vois, pendant le terrain. Sur le terrain, ça fait partie du jeu, on le sait, dans le momentum du match. Bon, de temps en temps, ça arrive. Derrière, ils se sont dit non, c'est une famille, ça arrive. Je suis désolé, Tristan, je vais faire un câlin à Chloé. T'inquiète, ça va bien se passer. Donc voilà quel était mon flop. C'est cette ambiance un peu improbable, tu vois, c'était un peu surprenant. C'est quand même très surprenant de voir le leader d'une équipe, le meilleur joueur de la ligue et tout, se faire comme ça, rentrer dedans aussi par un de ses joueurs. C'est son gars aussi, ça fait partie du jeu. C'est son gars, d'accord, mais trouve-moi un autre leader d'une équipe qui se fait rentrer dedans comme ça. J'ai pas souvenir. Oui, devant les caméras surtout, devant les caméras. Un peu spécial quand même. On a fait le tour des tops et des flops, Ouais. plus d'autres coups de gueule. On rappelle le programme de la First Team rapidement. Polo, il doit l'avoir dans ses cartons. Avec comme d'hab le First Day Show jeudi, le First Talk chaque lundi, le First Talk Foot pour les amateurs de foot du ballon rond, de ce ballon rond le vendredi en fin d'après-midi. On sera au salon Video City ce week-end 8 et 9 avril du côté de la porte de Versailles avec tous les youtubeurs pour bien s'amuser avec vous. Mais que serait une fin de First Talk sans les remerciements? Ben, pas grand-chose, Thibaut, et je te remercie de ces lancements toujours magiques. Je ne me souviens même plus ce que j'ai envoyé à Paul ce week-end. Vas-y, Paul, envoie la smoule, on va improviser comme souvent. Et oui, donc c'est Footwalker. C'est Nets c'est le cousin de Footlocker. Tu vois, il y a une connexion comme ça, parce que tu crois qu'on dirait pas. Et donc le deuxième, c'est John Sundell. Alors, il n'y a pas de jeu de mots, mais par contre, c'est le fils caché de Danny Ainge et de Steve Kerr. Oui, c'est un peu ça. Par contre, attends. C'est un Karim, c'est un Suédois qui a joué en NBA. Là. Je l'ai jamais vu ce gars-là. Remontre-nous ça, là, Le short est toujours magique. Il avait oublié son short pour le match, là, pour le coup. Hein. Ils lui ont filé un calbar de H&M, taille S. Il est prêt pour aller faire de la natation, le bougre. Les amis, on allait oublier, mais non, nous n'oublions jamais cela. Les gagnants du concours, Rudy Gobert, Tony Parker, les maillots sont là, les maillots sont propres, les maillots sont beaux. Thomas les a lavés parce qu'il sentait la transpi de fou. Les maillots sont pour vous. On a le tirage au sort qui est tombé grâce à maître Paul Harrer qui nous envoie vas-y, Polo, on voit les gagnants. Là, on voit les gagnants. Là, sur Facebook. Les gagnants. Sur Facebook, c'est Manuel qui a Emmanuel. Manuel. Donc, vous étiez très peu à avoir trouvé les 21 points de Tony Parker. En même temps, c'était un peu improbable. En revanche, pour les 14 rebonds de Rudy Gobert, vous étiez environ 157 000 et je les ai tous comptés. C'est Émeric Delagrange qui a gagné sur YouTube. Bravo, Émeric. Bravo, les gars. Bravo, Émeric. From the Grange. Donc, dès que vous avez vu l'émission, vous avez vu vos petits noms, vous nous envoyez un petit mail, tac, boum, on vous envoie les maillots. J'espère que ceux de la semaine dernière ont reçu les ballons que j'ai envoyés tout à l'heure. Donc c'est bientôt. Et en tout cas, on réorganise toujours des concours, les amis, donc continuez de participer, on va vous trouver des nouveaux trucs, les poupluches comme d'hab, les maillots, les ballons, quoi d'autre? Il y a des nouveaux maillots à gagner jeudi. Hein. Ah ouais, ça sent du numéro 23, un peu charismatique. À vous de trouver. Merci en tout cas de nous avoir suivis. C'était encore un régal d'être avec vous. Merci à la technique, à la régie, à Paul Harrer et toute la team. On vous dit à très très vite.